Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais démarrer par l'appel. Donc, je suis présente. Frédéric Bréjard. Présent. Edith Baguer. Présent. Gérald Bardot. Présent. Catherine Laurin. Présent. François Franier. Présent. Virginie Génaud est absente. Elle a donné pouvoir à François Franier. Jonathan Villers est en route. Il m'a donné pouvoir en attendant. Il va arriver vers 20h, 20h30. Colette m'ensuit. Jacques Lamblin m'a prévenu, il aurait un petit peu de retard. Marie Viroux, Joël Dissangro, Christian Flavenot, Michel Bush, Benoît Talot devrait arriver, Pierre-Jean Courbet est absent, il a donné pouvoir à Michel Bush, Claude Bailly devrait arriver, Catherine Duchesne, Benoît Talot présent, Stéphane de Cugis est excusé, autrement il arrivera en retard, qui m'a dit. Valérie Didier, Caroline Thomas a donné pouvoir à Benoît Talot, Ludovic Chaumet, Laurie Périssé devrait arriver, elle a confirmé, Alexandra Hugo, Geoffrey Mérez-Volo, Nolan Bartel est absent, il a donné pouvoir à Gérald Bardot, Pascal Huillier est absent, il a donné pouvoir à Thibaut Valois, Anne-Marie Di Marino devrait arriver, elle a confirmé son arrivée, Barbara Bertozzi Bievolo est excusée, elle a donné pouvoir à Anne-Marie Di Marino, Étienne Maire excusé, Thibaut Valois, Laetitia Saucé excusée et Christelle Viveau absente. Ah ben voilà, j'avais annoncé votre arrivée, Madame Di Marino. Bien, donc on va démarrer la séance du conseil municipal, élection d'un secrétaire de séance. Marie, vous êtes partante, donc Marie Viroux, qui est contre, qui s'abstient. Marie, vous êtes secrétaire de séance, élue à l'unanimité. Ensuite, approbation du procès-verbal donc de la séance de décembre, du 12 décembre. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, Laurie Périssé arrive. Donc, non. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Le procès-verbal est voté à l'unanimité. Décisions qui ont été prises donc, depuis le mois de décembre. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions concernant les décisions qui ont été prises? Benoît Talot. C'est l'avant-dernière. L'avant-dernière. Elle est numérotée. Dans la liste. La convention avec David Jacquet, c'est ça? Oui. Voilà, alors c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, mais il est fait état d'une convention avec lui pour un ensemble de prestations de DJ location de structures gonflables du 14 février au 24 octobre. La période est longue. Donc forcément, il y a des sommes en jeu. Si on compare avec le taureau mécanique loué la journée du 5 juillet, là, il n'y a pas de débat. Mais c'est une période qui est quand même relativement longue. Il aurait été intéressant qu'on puisse savoir quel était le montant du contrat. Alors déjà, bien évidemment, il ne va pas mettre des structures gonflables du 14 février au 24 octobre en continu. C'est pour les animations qui vont avoir lieu. Entre autres, samedi, le 14, c'est demain, le vendredi, avec la soirée fluo. Et la dernière, c'est Halloween, le 24 octobre, donc pour les animations que l'on fait pour les jeunes. 4 085 € en tout, mais pour différentes manifestations, comme je viens de l'expliquer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques, Laurie? Merci, Madame le maire. Moi, j'avais une remarque sur l'avenant au bail commercial de la SPL Ciné-Lune pour la diminution de l'assiette foncière et l'exemption du remboursement de la taxe foncière. Je voulais savoir aussi le montant en fait, de la taxe foncière qui avait été remboursée à la SPL Ciné-Lune. Alors, en fait, ce qu'il faut, mais on va en parler parce que de toute façon, on va parler du rapport 2023 tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début, donc depuis 2019, l'emprise de SPL
Ciné-Lune, du coup, comprenait le local commercial et les 2 appartements. D'accord. Donc, en fait, il y a eu un avenant pour diminuer cette emprise foncière parce qu'on fait encaisser les loyers à la SPL pour ensuite nous... donc, en fait, on a exonéré toute l'emprise foncière, toute la partie à droite, hein, Ouais. donc le bail commercial et les 2 appartements. D'accord. Ce qui veut dire qu'on a réduit le montant de la location du cinéma d'autant. Et pour la ville, c'est une page blanche, vu que nous, on encaisse directement au local commercial les appartements, l'appartement pour le moment qui est loué. D'accord ? Et on a exonéré d'autant la taxe foncière parce que, en fait, on l'encaissait, on le décaissait, et la taxe foncière, c'était de l'ordre de 17 000 euros. Ok. Voilà. Donc, Et du il y a coup, les loyers et la taxe foncière. Ok. Et le remboursement de la taxe foncière, c'est le prorata du coût Ça, du bail commercial et voilà, avec une des locations. exonération Ok, je partielle. comprends mieux. Merci, Madame Bonnet. D'autres remarques ou d'autres questions? Ok. Donc, on va passer à la première délibération qui concerne le sport. Et je vais demander à Gérald Bardot de vous la présenter. Merci, Isaac Madame Lamblin la est maire. arrivé, j'ai oublié de le Et dire. merci au service aussi de me permettre des fois de m'exprimer au départ. C'est bien. Ça concerne donc la première, c'est une subvention à l'Amicale des sports enchaînés de Lunéville, qui a organisé les courses de la Duchesse le dimanche 12 janvier 2025 en forêt communale de Lunéville, à proximité du parcours de santé. Plusieurs épreuves se sont déroulées. Cette course inscrite au calendrier officiel a rassemblé plus de 900 participants, ce qui est très conséquent, puisque d'année en année, les gens qui viennent s'inscrire à cette course, qui devient très renommée, seront de plus en plus nombreux. Afin de faire face aux dépenses, le club a sollicité une aide financière de la ville. Le budget prévisionnel de cette manifestation s'élevait à, c'était autour de 4 000 euros, je crois, un truc comme ça, hors bénévolat. 12 000. 12 000. Oui, mais 4 000... Enfin bon, oui, il y a tout le bénévolat, il y a toute l'infrastructure qui a été comptée. Donc, la commission propose une subvention de 400 euros. Je dis le projet de délibération. Projet de délibération. Le conseil municipal décide d'attribuer 400 euros à l'amicale des sports enchaînés de Lunéville et précise que le versement de ces subventions est conditionné à la présentation d'un bilan auprès du service des sports. Merci Gérald. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant cette délibération? Non. Donc on va la voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Jeunesse, ticket jeune, donc c'est le point 2024. Donc je redonne la parole à Gérald Bardot. Merci. Ça concerne les tickets jeunes. Si vous voulez, c'est un petit peu le bilan complet de ce qui a été donné comme ticket jeune. Au départ, c'était de 5 à 18 ans. On a réussi au 1er octobre 2024 à l'élargir de 3 à 18 ans. Et donc, chaque jeune peut bénéficier de 20 euros pour adhérer à une association reconnue ayant son siège à Lunéville, dont vous avez le listing en bas et de l'autre côté de la feuille. Alors, il faut avoir comme condition, bien sûr, résider à Lunéville, avoir entre 3 et 18 ans, s'inscrire auprès d'une association partenaire. Donc, ça, c'est très important parce qu'effectivement, ça soutient les jeunes, le dynamisme et aussi la convivialité et le respect des uns et des autres. Donc, c'est dans ce but. Il est à noter aussi que c'est dématérialisé depuis peu et ça permet aussi de faire des économies en papier. Donc, c'est un petit peu une mesure écologique qui a été prise à cet effet. Il n'empêche que les gens peuvent se présenter au bureau et s'y inscrire, s'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, vous avez les années 2022, 2023, 2024. 2024 reste quand même un très bon cru, une très bonne année.
Alors, vous avez le nombre de filles, 320, 346 garçons, pour un coût annuel de 13 320 euros. Je ne vous lis pas à quoi sert ce dispositif, vous le savez très bien. Donc, il convient de verser aux associations les montants ci-dessous indiqués. Vous avez la totalité de chaque montant en fonction du nombre de jeunes, de participation, etc. Je pense que c'est assez explicite. Si je peux lire le projet de David? Ben oui. 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 Le conseil municipal décide de verser la somme de 13 320 euros aux associations suivant la répartition précisée ci-dessus. Précise que la dépense. Moi, je ne lis pas tout ça. Précise que la dépense est engagée sur les références Chorus CP25 flash X 000190 flash 1 à CP25 X 000229 flash 1. Voilà. Et la dépense est surtout prévue au budget 2025, Gérald. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération qui est connue? Joël Saps. Oui, ok. Oh, 2024, oui, pardon. 25. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que cette délibération est connue, qu'elle revient régulièrement au fil des années. Non. Donc, Joël ne participe pas au vote. Joël Isaro. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Jeunesse toujours, Ville-Vie Vacances. Gérald, je te redonne la parole. Dans le cadre de Ville-Vie Vacances, les VVV, les associations Alicia, Azal, Avenir, Jeunesse Cité et la MJC Jacques Prévert ont déposé leur dossier de demande de subvention pour l'ensemble des vacances 2024-2025. Il est proposé d'allouer les subventions suivantes qui seront versées à la fin de chaque période des vacances scolaires après présentation d'un bilan. Il faut savoir quand même que ça, c'est la partie ville. Il y a aussi la partie VVV État qui complète ou qui donne aussi une partie qui souvent s'aligne sur ce que la ville propose. Et même d'ailleurs, si la ville décidait de ne rien donner, il ne donnerait rien. Il faut le savoir aussi, ça. Donc ça, c'est important. Alors, j'attends peut-être des questions par rapport... On continue à présenter le projet de délibération. Ah bon, je vais vous lire le projet de délibération. Le conseil municipal décide d'allouer pour les périodes de vacances 2024-2025 les subventions ci-dessus indiquées qui seront versées à la fin de chaque période de vacances scolaires après présentation d'un bilan. Précise que les dépenses sont engagées sur les références Chorus CP25 X 000 400 flash 1 à CP25 flash X 00404 flash 1. Merci, merci Gérald. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Alors, Benoît Talot a une question. Moins bête ce soir. D'habitude, j'utilise une autre expression. Gérald, peux-tu nous expliquer la grille de répartition? Puisqu'on voit que certains ont 100% de ce qu'ils demandent, d'autres ont 60%. Donc, quelles sont les raisons de ton choix? Pourquoi et comment se font les décisions sur les attributions? Voilà, c'est vrai, c'est simple. Alors, Je peux le faire. vas-y, démarre. Ça répondra pour beaucoup de choses. Déjà, premièrement, toutes les associations dont on a parlé font du bon travail lors de ces périodes, mais c'est aussi avec leurs moyens et surtout avec leurs possibilités d'encadrement. C'est très important. Il y en a qui ont plus de disponibilité que d'autres. Ces subventions sont versées en 5 fois, après avoir reçu donc chaque fois le bilan réel des activités. Ils perçoivent aussi, donc je vous l'ai dit, la cellule VVV. Et concernant l'attribution, cela se décide sur des critères. Il y a des dossiers qui sont conséquents sur chaque période de l'année.
Ces critères, ça concerne par exemple le nombre de journées effectuées lors des vacances scolaires. Par exemple, il y a certaines associations, sur 2 semaines, ils vont faire 7 jours ou 5 jours, d'autres 10 jours, d'autres 3 jours, d'autres ont 3 enfants, d'autres en ont 32. C'est ces critères qui jouent, donc le nombre d'enfants accueillis pendant les périodes d'ouverture, et aussi la qualité des projets, parce que s'il y a des thèmes pédagogiques bien définis, qui est assez le cas, explicites, et qui donnent aussi leurs besoins, leurs attentes. On a des dossiers qui sont très, très bien établis. On en tient compte et on répartit en fonction. Sachant quand même qu'on a une enveloppe, que vous voyez en bas, de la subvention accordée, 17 500, c'est l'enveloppe dont on dispose. On la répartit. On en est conscience. Je peux aussi rajouter, pour pas que vous posiez la question, qu'on a déjà prévu sur 2025, parce qu'on n'a pas les retours déjà des VVV État. Donc, on a prévu sur 2025 les vacances, parce que ça fait 2-3 ans que ça a à peu près similaire. Donc, on a à peu près les mêmes bilans, les mêmes constats. Donc, on les a prévus, mais ça veut dire quand même que si ça ne se fait pas, si par exemple, on va parler par exemple de la MJC. 3500, ils ont sollicité 4000. Parce que jusqu'à présent, ils ne faisaient pas de VVV pendant le mois d'août. Ça change. En 2025, ils ont déjà fait mi-août. Et en 2026, ils feront tout le mois d'août. Donc là, ils auront rempli toutes les cases. Voilà. 24-25. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non. Si, Catherine, pardon. Oui, moi, Gérald, je voulais juste une petite précision par rapport au fait que les subventions soient allouées après présentation d'un bilan. Dans ce bilan, on s'attend à trouver l'activité, les activités qui sont proposées, on s'attend à trouver les dépenses engagées. Bon, j'ai compris d'après ce que tu dis que apparaît le nombre d'enfants ainsi que la durée des animations qui sont proposées. Mais est-ce qu'on voit apparaître aussi les activités, le type d'activités qui sont proposées, ainsi que les dépenses qui sont engagées? C'est une question. Ça fonctionne, non? Oui, si, ça fonctionne. Si. C'est une question pertinente. Si. Naturellement, j'ai précisé que c'était en 5 subventions, ce n'était pas une seule subvention. Donc, ça veut dire que, quelque part, effectivement, on a ce qu'ils prétendent et ce qui est fait. Mais au compte rendu, on a, par exemple, visite à Paris, une connaissance sur les faïences qu'on a eu aussi, on a les amener à faire du sport, on a un truc culturel, un truc aussi de civisme. On a plein d'activités. Et quand elles sont réalisées, naturellement, il n'y a rien à dire. C'est ça? Ça répond à ta question? Mais c'est normal je répète, hein, qu'à chaque fois, regardez, à Noël, en hiver, au printemps, en été, en automne, à chaque fois, on leur demande déjà avant, on nous donne déjà des idées, et après, on vérifie que tout a été fait. C'est quantifié et surtout aussi tarifié, c'est-à-dire qu'on a un bilan financier. Hein, parce qu'il y a un coût il y a un coût pour les encadrants, il y a un coût pour les repas, il y a un coût pour... Par exemple, ils vont faire un séjour de 10 jours dans le sud, dans des auberges. Ben, ça a un coût. Mais au moins, voilà, ça montre qu'il y a eu des actions de fête avec les enfants. Il y a des clubs, enfin des associations socioculturelles, ça correspond à peu près sur 15 jours à 45 jeunes. C'est bien déjà. Qu'on les amène à 45 jeunes dans un coin qu'ils ne connaissent pas, découvrir, voilà, la nature aussi, etc. C'est une palette complète. Voilà. Merci, Gérald. Je pense qu'on a fait le tour.
Tu avais lu le projet de délibération, donc on va le voter. Qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Politique de la ville, donc c'est la mise en place d'une maison des ados avec une convention entre l'OHS, la ville et la MJC. Je donne la parole à Colette Manson. Merci Madame le maire. L'Office d'hygiène sociale de Lorraine, association reconnue d'utilité publique, souhaite mettre en place 2 permanences de la Maison des ados sur la commune de Lunéville en partenariat avec la ville de Lunéville et la MJC Jacques Prévert. Donc les permanences se feront à la Maison France Service et à la MJC. La Maison des ados de Meurthe-et-Moselle est déjà implantée à Nancy, Vendeuvre, Toul, Pont-à-Mousson, Briey, Longwy, Chaligny. La MDA propose d'apporter une réponse globale aux jeunes âgés de 11 à 25 ans qui intègrent différents aspects de leur vie. Elle s'adresse donc en priorité à des adolescents en proie à des difficultés faisant que leur famille, les professionnels, les institutions atteignent isolément les limites de leurs compétences. On s'est rendu compte que des ados discutaient plus facilement à 2 ou à 3 que seuls face aux institutions, d'où l'idée, voilà. Les adolescents peuvent y trouver une écoute, des informations, être accompagnés ou orientés en fonction de leurs demandes. Les maisons des adolescents s'adressent également aux parents d'adolescents. Il est vrai qu'on a croisé à plusieurs reprises des parents qui étaient en limite d'information, ils ne savent plus quoi faire de leurs ados, ils ne trouvent pas de réponse. Donc là, ils vont être accompagnés et tout ça en restant confidentiel. Donc s'adresse aux parents. Elles ont pour mission de répondre à leurs besoins d'information et d'accompagnement. Ces actions peuvent être individuelles ou collectives. 2 permanences seront installées à France Service Lunéville et MJC Jacques Prévert les lundis à partir du mois de mars 2025. Il est entendu que s'il y a beaucoup de demandes, il y aura certainement d'autres ouvertures pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Le projet de délibération, le conseil municipal autorise Madame le maire à signer la convention tripartite ci-après annexée ainsi que tout document relatif à ce dossier et d'éventuels avenants. Alors, il y a un point sera fait également la première année pour voir comment ça fonctionne. Et l'accompagnement se fera par 2 psychologues. Après, il y a la convention, vous pouvez la lire, tout est écrit dedans. Merci Colette. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces délibérations? Monsieur Vanois. Oui, merci. Bonsoir. Je voulais savoir un petit peu plus précisément comment on envisageait l'organisation de ces permanences. Vous venez de le dire, potentiellement, elles peuvent être renforcées si besoin, s'il y a de la demande. Il y a j'imagine, des enjeux de confidentialité, voilà, de se donner les moyens aussi justement d'aller vers quand ça va pas bien. Donc je trouve que c'est une très belle initiative, hein. C'est très important, je pense, beaucoup de jeunes qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'exprimer des choses dans une période de la vie compliquée, de manière générale, mais particulièrement en ce moment en plus. Mais voilà, très concrètement, je voulais savoir comment on fait appel à ce service qui va être relais de cette proposition. Est-ce que concrètement... Mais attends. Éteignez votre Excusez-moi, les adolescents, enfin les associations qui travaillent avec les adolescents vont faire part de cette nouveauté et après, on ne va pas les chercher, on va attendre qu'ils viennent parce qu'on ne veut pas les trahir, il faut que ça reste confidentiel et c'est les jeunes qui vont décider si oui ou non ils veulent parler à quelqu'un. On ne va pas les obliger. Voilà, ça c'est important. En fait, il va y avoir une communication aussi dans les lycées, Oui, dans les lycées. Et dans les collèges, bien évidemment. Il y a une permanence, si vous avez vu,
Et vous l'avez lu certainement, il y a une permanence à la MJC et à France Service dans des bureaux confidentiels. C'est marqué fermé à clé. Alors, ils ne sont pas obligés de s'enfermer quand ils sont avec les. Mais vraiment quelque chose de confidentiel. Moi, pour avoir beaucoup discuté avec les proviseurs, il y a une vraie demande de la part des lycées et des collèges. Donc, on va relayer l'information en disant vous pouvez envoyer, donner l'information aux jeunes. Hein. C'est les lundis, vous l'avez vu, tous les lundis pendant 1 an. C'est une expérience. 10h, 18h. Une amplitude horaire quand même assez importante après les cours ou pendant le temps du repas. Et ça va être également pour les parents, parce que les jeunes peuvent être aussi parfois dépassés, mais certains parents, malheureusement, aussi. Donc, une expérience d'1 an, ça fait partie d'un ensemble de choses, hein, parce qu'il y a aussi la création de la maison des ados qui va être faite là où il y avait Utopia avant, dans un local au PH. Également. Donc c'est tout un ensemble de choses qui est mis en place pour les ados. Vous l'avez dit très justement, on ne va pas polémiquer aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, mais je pense que c'est d'autant d'actualité. Je voulais quand même compléter aussi mes questions sur le lien avec le contrat local de santé du pays PUTR du Lunévillois qui a été signé récemment parce que ce n'est pas précisé, en fait la ville met à disposition, et c'est très bien, les locaux, mais le financement qui permet ce dispositif, parce que c'est pareil, l'OHS ne fonctionne pas bénévolement, donc ce serait bien qu'on sache d'où et avec quels fonds ce dispositif va être mis en œuvre. C'est l'OHS, hein. C'est pas la ville. Hein. Oui, Nous, non, on mais a dit- l'OHS n'est pas un organisme qui travaille bénévolement, c'est Oui, oui. un organisme de droit privé qui bénéficie de Bien évidemment. soutien financier. Donc, je voudrais savoir de quelle institution, je pense au pluriel peut-être, proviennent les fonds qui permettront de mettre en place ce dispositif. On va demander à l'OHS comment ils financent. Sérieusement, je ne sais pas comment ils financent. Si vous avez raison, hein, ils travaillent bénévolement. Je pense dans une période où tout le monde se pose plein de questions sur le rôle des différentes institutions, des pouvoirs publics, voilà, c'est quand même bien de savoir comment est financé tel, parce que c'est un service public qui est rendu, mais l'OHS, c'est pas un service public, c'est un mais on organisme est de droit d'accord. privé. Visiblement, ça va être le soutien de l'ARS. C'est marqué dans la disposition financière de l'article 7 de la Convention. Donc des crédits de l'État pour la santé. Ah, certainement. Et les locaux mis à disposition par la commune. Laurie, tu as levé la main, je crois. Oui, merci Madame la maire. Déjà, je souligne, comme Thibault Valois l'a fait, le bien fondé de cette délibération. C'est juste que quand vous cherchiez, j'avais vu que c'était l'ARS et donc je voulais le préciser. Par contre, juste c'est un point de vue juridique, mais comme on en parle, ça me fait tiquer. Le fait qu'il y ait une convention tripartite, mais que l'ARS, qui est le principal financeur, du coup, n'est pas dans la convention, c'est qu'il y a une autre convention avec l'OHS. C'est vraiment Ils ont technique. certainement. Ils se font financer par l'OHS qui doit avoir un engagement de détacher D'accord. des psys. Ok, merci. C'était juste. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres Jacques Lamblin. J'ai une petite question toute Ouais. simple et puis une remarque. Personnellement, ça m'a un peu surpris. Maison des adolescents de 11 à 25 ans. 25 ans, ça fait quand même tard pour être adolescent, à mon avis. Hein. Alors et 11 ans, ça fait jeune pour être adolescent. Alors, bon, non, mais au-delà de la petite remarque, c'est pas pour rire, parce que c'est quand même sérieux. Ça veut dire que on engage dans cette démarche, on se propose par le biais de cette démarche de s'occuper de jeunes hommes. C'est plus des adolescents à 25 ans. Des jeunes femmes. Hein, Des et des jeunes jeunes femmes, pardon. Oui. De jeunes hommes, de jeunes humains. Moi, je suis encore de l'ancienne école, etc. Hein, bon, passons, c'est une autre observation. Et voilà, c'est tout. Peut-être pourrait-il modifier l'appellation, mais comme c'est manifestement deux dimensions qui dépassent très largement Lunéville. Voilà. Et ma question, c'est est-ce que c'est simultané la permanence à la MJC et à la Maison des Services?
C'est simultané. Il y en Donc, a deux. il y a les deux en même temps. Il y D'accord. a deux psys. Hein, c'est bien. Ben, c'est important parce que même si c'est ouvert 10h à 18h, quand ils sont scolarisés, finalement, sur cette période-là, il n'y a guère que de 16 à 18 et puis entre midi et 2. Hein. Les autres, normalement, ils sont au lycée ou au collège. Hein. Ça s'approche de 11 à 25 ans. Hein. Oui, À 25 ans, ils sont oui, plus au collège. ils sont plus collégiens, on est d'accord. Enfin, il faut l'espérer. Bon, enfin bref. Donc, il y a deux psys dans deux endroits différents. Donc, ça double. Et avec la possibilité d'augmenter les permanences, le cas échéant. S'il y a des ressources humaines. D'autres remarques ou d'autres questions? Non. Donc, on va voter. Qui est contre ces délibérations? Qui s'abstient? Et les voter à l'unanimité. Politique de la ville. Donc, c'est convention de partenariat, espace parents-enfants. Merci. Alors oui, là c'est encore une longue délibération. L'école a pour mission de faire acquérir à tous les élèves les bases nécessaires à la construction de leur avenir personnel et professionnel. Elle doit ainsi leur permettre d'accéder aux connaissances fondamentales, académiques et sociales qui portent leur développement intellectuel, culturel et personnel. La présente convention a pour objet de définir les modalités organisationnelles dans la mise en œuvre d'un espace parent à l'école René Haby à Lunéville entre les partenaires signataires de la présente convention. L'espace parent a pour mission d'être un lieu pour faire une place aux parents dans l'école, d'échange libre entre parents, d'information des parents sur l'école, de rencontres entre les parents et les enseignants, de rencontres entre les parents et les professionnels partenaires, d'échanges entre les enseignants et les professionnels partenaires. L'espace parent organise diverses actions autour des thématiques liées à la parentalité et à l'enfance. Elles peuvent prendre des formes diverses, petit déjeuner, débats, café parents, rencontres autour de la coéducation, et sont déterminées par le comité de pilotage et le comité technique. L'espace parent ouvrira ses portes durant les heures habituelles d'ouverture et hors des heures habituelles d'ouverture en fonction de la programmation proposée. Durant les heures d'école, la responsabilité est celle de la directrice de l'école. Durant les heures hors temps scolaire, la commune est responsable et l'espace parent est ainsi placé sous la responsabilité de Madame le maire. Alors, je dois vous dire que c'est vraiment une initiative novatrice et que c'est une chance pour Lunéville parce que l'ouverture de ce type d'espace au sein de chaque école est une prérogative du ministère, mais n'existe nulle part ailleurs au sein de l'Académie de Meurthe-et-Moselle. Cette démarche doit permettre aussi de faire naître de nouveaux projets. Voilà. Toutes ces rencontres, pareil, resteront dans le cadre confidentiel. Quand vous avez lu la convention, je pense qu'il y a de la lecture. Est-ce qu'il y a... Merci Colette. Alors, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions concernant cette délibération? Oui. Alors, Benoît Talot. Les questions sur la délibération précédente m'ont fait penser qu'il n'y a aucun budget qui n'est présent dans la convention. On ne sait pas qui finance. Alors, je dois dire que je félicite Colette d'avoir travaillé sur le sujet parce que je trouve que c'est un excellent projet. Permettre une plateforme d'échange entre les parents, les enfants et l'éducation nationale, moi, ça me semble fondamental. Mais il n'y a aucune partie sur le financement. On ne sait pas qui paye. Attends, Colette. Laisse finir la question et on Ouais, répondra aux questions Il y a après. des questions en cascade. Oui. Alors, j'ai commencé par bien. la plus importante, à mon sens, parce que quand on sait qui finance, on a plus une meilleure compréhension du sujet. Une question pratique, mais très pratique. J'espère que ce n'est pas réservé qu'aux enfants de l'école où va être implanté cet espace. J'espère que c'est ouvert à l'ensemble des écoles de la ville. Attends, Oui. Colette, s'il te plaît. Colette,
Attends toutes les questions. Ouais, d'un point de vue technique, c'est moi qui ai le micro. Oui, attends toutes les questions. Et puis, alors là, une autre question ultra pratique. Donc, c'est bien d'ouvrir en dehors des heures d'école. Pendant les heures d'école, ça, c'est simple, c'est la directrice qui pilote, qui gère, qui est responsable, qui surveille. OK. Quand la directrice de l'école est partie, qui, en pratique, est là pour surveiller cet espace et gérer les différentes activités et qui surveille que tout se passe bien? Alors, concernant, c'est noté sur la délibération, hein, effectivement, c'est la directrice qui gère pendant les horaires d'ouverture. Ensuite, c'est sous la responsabilité du maire hors période d'ouverture. C'est pas vraiment elle qui va aller faire les permanences, vous imaginez bien. Donc, c'est le service des affaires scolaires qui prendra le relais, comme on prend pour le périscolaire, qu'on prend pour les cantines, etc. Donc là, ça sera le service. Jonathan est pas là, il est sur la route, le pauvre. Mais voilà, c'est traditionnel. Pendant les horaires d'ouverture, c'est sous la responsabilité de l'Éducation nationale, les horaires classiques de l'école. Et hors de ouverture classique de l'école, c'est le service des affaires scolaires qui prend le relais. C'est assez traditionnel et c'est toujours ainsi. Concernant le financement, alors déjà, c'est un lieu d'échange. Alors moi, je trouve ça bien, mais en même temps, pour avoir le fond de ma pensée, être obligé de signer une convention pour que les enseignants et les parents se parlent, je trouve que c'est presque dommage aujourd'hui d'en arriver là. Mais comme il faut le faire, eh ben, on le fait. Mais pour ma part, c'est presque... Voilà. Si les parents veulent... c'est un peu ça. Et c'est vraiment une demande de la directrice, entre autres, pour l'école René Haby, parce qu'elle a vraiment besoin de cette mise en place pour que les parents prennent plaisir à venir échanger avec les enseignants et venir découvrir l'école. C'est vraiment une demande, et Edith me disait, ça faisait un moment qu'elle en parlait, vu qu'elle en parlait déjà avant 2020. Donc tant mieux, c'est bien, mais je trouve que c'est quand même un peu dommage qu'on en soit là aujourd'hui pour découvrir l'école. Je pense que on a tous été enfants et certains d'entre nous sont parents. Si on a envie d'aller voir les enseignants, on y va, quoi. Il y a différents partenaires, hein. Il y a le CCAS, il y a la PEPS, il y a le conseil départemental, il y a les EPI aussi d'ailleurs, il y a la clé, enfin voilà. Donc il y a différents partenaires et c'est tous ces gens-là qui vont mettre ensemble leurs moyens pour travailler et avec les enseignants et avec les parents et du coup les enfants. Donc c'est un partenariat global qui a été mis en place, je le rappelle, à la demande de la directrice de l'école, et c'est pour ça qu'on a été dans ce sens-là. Tu veux rajouter quelque chose, Colette? Non, c'est une salle d'école. Y a pas, on n'achète pas de mobilier. On a du mobilier dans nos écoles. On a des salles qui ne sont pas toujours occupées par les salles de cours et on réutilise. Il faut faire quelque chose de simple aussi, hein. Ah, il n'y a pas de mobilier. La partie Il y a une partie financière mise par financière. la ville, ce sont les locaux et le personnel qui s'occupe du périscolaire et le DRE pour le CCAS. Il n'y a pas d'autres engagements financiers. Et c'est déjà important. On met à disposition des locaux et du personnel. Ressources humaines, tout à fait. Et du matériel qui sont les locaux, avec nos salles équipées. Alors, Chacun s'engage, chacun finance, ça me semble logique, mais bon, moi ça me choque un peu. mais il n'y a pas de qu'il y ait budget spécifique dédié. Ça m'étonne. Non, il n'y en a pas. La clé, oui.
La clé qui est son engagement et qui fera le bilan chaque année, elle est déjà subventionnée par la ville. Voilà, par le biais des épis. La réussite éducative également, ça rentre dans leurs fonctions, leurs horaires de travail. Voilà. Oui. D'accord, je ne me pose aucun problème. Je vais voter des 3 mains si je pouvais. Mais je suis étonné qu'il n'y ait pas un volet financier pour savoir un peu où on va. Combien On ça va rajoute coûter. pas d'argent supplémentaire pour cette opération-là. On a des locaux, on a du personnel et ils feront cette mission-là en plus. Alors, Laurie, tu voulais rajouter quelque chose? Merci. C'est pareil, du coup, je regardais en même temps la délibération par rapport aux questions. Il y a quand même spécifié, parce que donc, les rencontres, elles prennent quand même la forme de petits déjeuners, café par an, etc. Donc, il y aura quand même, je pense, mais effectivement, ça passe peut-être sur le budget courant de la clé ou j'en sais rien. Voilà. Nous, on met les locaux et Oui, le non, mais j'ai bien personnel en compris. Je période. disais juste que dans la Voilà. convention, il y avait ça qui était précisé en termes de rencontres, quoi. Ok, tu veux rajouter? Oui, je veux bien rajouter quelque chose pour compléter. Moi, je suis favorable à ce genre évidemment, de délibération, mais je voudrais quand même préciser qu'on n'a pas attendu ça pour que les enseignants parlent aux parents. Ça serait bien dommageable. Deuxième chose, je crois que pour se parler, il n'y a pas besoin de mettre des billets sonnants et trébuchants en face. C'est des choses qu'on a déjà toujours connues, nous, les directeurs d'école, et ensemble, les enseignants. Là, ça prend une forme un peu plus formelle, j'entends bien, mais il faut quand même savoir que ces contacts-là existent depuis fort longtemps. Deuxième chose, qui me gêne un peu plus, c'est que, effectivement, Benoît, tu l'as dit, on parle là de petit déjeuner, de débat café par an. J'entends bien ça, mais il faut quand même penser à la directrice. Elle ne va pas, la pauvre, pouvoir à la fois gérer ce type de choses et sa classe, ses effectifs, ses enseignants, etc. Alors, si l'État est partie prenante dans ce dispositif, je crois qu'il serait bien inspiré de donner des éléments de réponse plutôt dans ce sens-là. Les enseignants, moi je comprends bien qu'ils sont dans le dispositif, ils ont un salaire, ils sont payés, effectivement, ça fait partie des prérogatives quand il s'agit de leurs heures. Après, je ne sais pas ce qui s'y passe, je ne sais pas comment est-ce qu'on le gère. Voilà, c'est tout ce que je voulais apporter comme précision. Donc, on va voter. Tu l'as pas lu? Eh bien, vas-y. Alors, le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise Madame le maire à signer la convention de partenariat Espace Parents Lunéville, si après annexé, ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier et d'éventuels avenants. Et la dernière information que j'ai, l'ouverture de cet espace se fera le mardi 4 mars, à compter du mardi 4 mars. Voilà. Merci, Colette. Donc, on va pouvoir voter maintenant que la délibération est lue. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. La délibération suivante concerne une subvention exceptionnelle donc, pour le Zonta Club de Lunéville. Vous connaissez tous, c'est un club service qui s'occupe entre autres des dames et souvent des dames qui ont besoin d'être aidées. On en a déjà parlé pour l'attribution du logement d'urgence il y a quelques mois maintenant. Donc, c'est un club, comme c'est noté, qui permet de mettre en valeur la promotion et la protection des femmes. Elle organise les week-ends du 8 et 9 mars un salon qui est renommé, qui a Talent de Femmes. Je vous conseille de venir découvrir ces femmes qui ont du talent. Et donc, pour ce faire, il est proposé une subvention de 300 € pour ce club, pour l'organisation de ce salon. Donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avec sa commission des finances, décide de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € au Zonta Club de Lunéville. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Tu participeras pas au vote. Ok.
Pas de questions à part ça. Bah, toi non plus, du coup. Ouais, ok. Alors, ne participent pas au vote Jacques Lamblin et Frédéric Bréjard. Donc, qui est contre cette demande de subvention exceptionnelle? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Demande de subvention, donc financement de gilets pare-balles. Je donne la parole à Frédéric Bréjard. Oui, pour cette délibération, il s'agit de demander une subvention au Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation pour l'achat de gilets pare-balles pour la police municipale dans le cas de renouvellement. Donc, le coût d'un gilet est de 250 € TTC. Le montant global est donc de 1 500 € TTC. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser Madame le maire à formuler justement cette demande de subvention pour financer cette opération et de signer les pièces qui sont afférentes. Le projet de délibération est le suivant. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise Madame le maire à solliciter une subvention auprès de la préfecture afin de financer les gilets pare-balles des policiers municipaux. Autorise Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a une question concernant ce demande de financement? François Franier. Oui, merci. Quelle est la durée de vie d'un gilet pare-balles? Les gilets pare-balles sont garantis à minima à 5 ans. Bien entendu, ils sont déclassés à l'issue de ces 5 ans, mais ils sont toujours opérationnels, si vous voulez. Voilà ce que je veux dire. Donc, on applique là, au mieux, la garantie, la première, de 5 ans. Bien, donc on va pouvoir, tu avais lu le projet de délibération, je crois, on va pouvoir voter cette délibération, donc qui est contre, qui s'abstient, elle est votée à l'unanimité. Alors ensuite, c'est affaires générales, c'est le plan de sauvegarde et document d'information communal sur les risques majeurs. Donc c'est moi qui vais vous le présenter. Donc déjà, c'est un document qui est obligatoire, qui définit donc le plan de sauvegarde communal, définit l'organisation prévue par la commune pour assurer alors l'alerte, l'information, la protection et le soutien en cas d'événements sur la commune, événements qui concernent les risques naturels et les risques technologiques, pas les autres risques. C'est un document qui reste confidentiel et qui a une diffusion restreinte. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière en commission finances, on a fait différents exercices tout au long de l'année 2024 pour s'assurer que ce document peut être opérationnel en cas de souci. Exercices pour lesquels, je tiens à le dire, et Colette en a essuyé un peu les plâtres avec moi, vu que nous n'étions pas au courant de ce qui allait arriver. Et je regarde Colette parce qu'elle était d'astreinte cette semaine-là en tant qu'adjointe, et donc elle a été appelée à ce propos. Donc c'était une bonne expérience, si j'ose le dire. Et globalement, on a eu un bon retour par rapport aux personnes qui nous auditaient. Donc, le document, il est fait en deux parties. Le DICRIM, qui est une obligation réglementaire donc pour tous les aspects pratiques, et la deuxième partie, que l'on ne diffuse pas parce que c'est un document confidentiel avec l'ensemble de nos partenaires. Il y a des numéros personnels d'appeler en cas d'alerte, etc. Voilà. Ce plan de sauvegarde peut être déclenché par moi-même ou par par le préfet. En ce moment, c'est une dame, Madame le préfet. Et aussitôt qu'il est déclenché, bien évidemment, il y a un arrêté qui est signé. Voilà, vous avez, je pense que c'était intéressant d'en prendre connaissance. Vous en avez pris connaissance, j'espère. Et je tiens à dire qu'à partir du moment où il y a une commune qui a un plan de sauvegarde, l'intercommunalité doit également faire un plan de sauvegarde.
Voilà ce que dit la loi. Moi, je veux bien répondre à toutes les questions si on a. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce plan de sauvegarde? Benoît Tallot a une question. C'est juste un commentaire. Il est signalé qu'un seul tremblement de terre ressenti à Lunéville en 2003. Il y en a eu un deuxième en 2004 au moins. Voilà. Il n'a pas été, je ne sais pas, connu, ou en tout cas, on va le signaler. Frédéric, Oui, il y a simplement des degrés, Benoît. Et je crois bien qu'en 2003, on était dans un degré de signalement et on l'a ressenti. En 2004, c'était un peu moins fort. Parce que oui, c'était moins fort parce que c'est réactualisé par les services de la préfecture. Hein. Je ne sais même pas la mairie qui le fait, mais voilà, je voulais donner une info. Oui? Ah oui? D'accord. Ben voilà. Bon. On va regarder si vous le faites rajouter ou pas. Ok. Ok. D'autres remarques, d'autres questions? Eh ben, on va pouvoir, il se vote, hein, le plan de sauvegarde. Donc, je vais lire la délibération. Donc, le projet de délibération, après avis de sa commission des finances, approuve le plan communal de sauvegarde dont le sommaire est annexé à la présente délibération et qui est consultable dans son intégralité auprès du secrétariat général. Autorise Madame le maire à signer l'arrêté d'application du plan communal de sauvegarde et sa diffusion auprès des acteurs de la sécurité civile concernés. Donc, qui est contre ce projet de délibération, qui s'abstient, il est adopté à l'unanimité. Alors, la délibération suivante concerne le rapport SPL Style et Lune pour l'année 2023. Alors, 2023, on est en 2025. Il s'agit de la validation de l'arrêté des comptes 2023 qui ont été définitivement arrêtés en juin 24. Et ensuite, il y a des assemblées délibérantes qui ont lieu. Donc l'assemblée spéciale, l'assemblée classique, et qui ont lieu en novembre, d'où cette délibération aujourd'hui concernant la SPL. Je tiens à dire que toutes les assemblées délibérantes, donc l'assemblée spéciale et l'assemblée classique, ont arrêté les comptes à l'unanimité. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, maintenant, s'il y a des questions concernant les documents qui vous ont été remis, écoutez, j'essaierai d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Monsieur Valois a levé la main en premier, après Benoît. Oui, merci. Alors, sur ce rapport d'activité, moi, je trouve, personnellement, qu'il est dans sa forme finalement assez peu détaillée et, disons-le, quand même assez lapidaire, dirons-nous. Je trouve qu'il y a plein de questions qui restent ouvertes après la lecture sur la qualité de l'activité en fait mise en œuvre par ce cinéma via cette société publique locale. Finalement, ce qu'on apprend dans ce rapport, c'est une perte d'exploitation qui est quand même pas négligeable et qui semble s'additionner avec plusieurs années de perte d'exploitation. Donc c'est quand même une problématique, un résultat déficitaire qui d'année en année continue à être déficitaire. Alors, il est certes moins déficitaire que l'année précédente, mais c'est quand même questionnant. Donc moi j'aurais aimé avoir effectivement votre analyse de cette situation. Pourquoi au bout de 3 années, puisque là on est en 2023, pourquoi on est encore déficitaire? Comment vous expliquez cette problématique-là? Ce qu'on n'apprend pas non plus, ça aurait pu être utile de se le rappeler, et donc c'est aussi ma question, c'est finalement le montant du loyer des charges
liées au loyer qui pèsent sur la SPL, finalement, ce n'est pas très clair. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous nous expliquiez plus précisément et directement s'il y a des avantages effectivement octroyés à la société publique locale sur cette partie-là de moins-value pour la mairie, propriétaire des murs. Et puis, c'est vrai que la question, c'est pareil, de la subvention qui a été accordée une première année, me semble-t-il, en 2022, qui est accordée ici plutôt sur un volet investissement. Enfin, à partir de quand on arrête de donner de la subvention à cette SPL? Est-ce qu'il y a une perspective à un moment ou à un autre qu'elle soit équilibrée? Alors, d'autres questions, et je répondrai globalement. Oui, Benoît Tallot. Question de verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, je me réjouis que le déficit se réduise, enfin, que le compte d'exploitation présente un déficit en réduction. Ça veut dire que les choses s'améliorent et je suppose, je subodore, j'envisage, je suppute que ce déficit est essentiellement dû au coût des fluides qui viennent impacter durablement l'activité du cinéma. Autant en été qu'en hiver, chauffage, réfrigération. Mais bon, vu le contexte, on peut voir que le chiffre d'affaires, lui, augmente notablement. Donc s'il y a encore un déficit, je suppose que c'est dû aux charges et dont les fluides sont sans doute la charge la plus importante. Alors, je m'étais opposé au versement d'une subvention d'équilibre parce que je trouve que le cinéma est une activité commerciale. Et là, je vois que l'équilibre, alors une partie va être reportée sur l'exercice 2025, mais on a un prélèvement sur le compte autres réserves. J'aimerais avoir un peu plus d'explications. Y a-t-il une caisse noire, une réserve cachée dans laquelle on puisse puiser comme ça pour équilibrer les comptes? Je ne pense pas. Ensuite, le résultat exceptionnel de presque 19 000 euros, j'aurais aimé savoir de quoi il s'agissait, parce que, en l'occurrence, j'imagine mal le cinéma vendre une place de parking, par exemple. Donc, deux questions, c'est la nature du résultat exceptionnel, la nature du prélèvement sur le compte autres réserves. Alors, je reviens sur une proposition que j'avais faite déjà il y a un certain temps sur le cinéma. Plutôt que de verser une subvention afin d'éponger le déficit, je pense qu'on pourrait aider activement le cinéma. Je reviens sur cette proposition de création d'un festival qui permet de faire une animation dans la ville, d'embarquer la population, d'embarquer les commerces qui peuvent aussi voir leur activité augmenter. J'en veux pour preuve le mouvement qu'il y a eu lorsqu'on a accueilli le festival de Villerue en délocalisé. Il y a eu un vrai engouement autour des différentes diffusions qui ont eu lieu. Et je pense qu'il est nécessaire que nous créions une identité à Ciné-Lune en créant un festival qui n'existe pas à l'heure actuelle. Donc, dans les festivals, et c'était dans le projet que j'avais rédigé, le projet culturel sur le cinéma. Et quand on regarde un peu ce qui se passe, certes, des festivals de films d'animation, il y en a quelques-uns en France, mais beaucoup moins sur le dessin animé. Le dessin animé permet de rassembler les enfants et les parents, les enfants prescripteurs et les parents payeurs, et d'amener un surcroît d'activité au cinéma. Je pense qu'il est urgent d'en parler à Hervé Cassin. Ça permet aussi de revoir des vieux films. Bon, je ne vais pas faire la promotion de Walt Disney, mais je pense que Fantasia, Blanche-Neige, ça parle à l'imaginaire de tout le monde. Et puis essayer de diffuser des avant-premières et des rétrospectives. C'est ça un festival. Ça permet de ramener du monde au cinéma, ça permet de ramener de l'activité dans la rue de la République qui, j'en suis heureux, voit son activité développée. Et je terminerai par un petit point négatif. S'il était possible de sortir du cinéma en voyant où on met les pieds, ce serait génial. Voilà, j'en ai terminé, j'ai dit. Bien, alors, moi, je vais répondre globalement. Déjà, c'est un document comptable, ce n'est pas un rapport d'activité.
par rapport à ce que vous disiez. Les rapports d'activité se font lors des assemblées générales de Cinélune. Et celles et ceux qui participent le savent très bien. Donc là, on est sur le résultat 2023, je le rappelle. Effectivement, le résultat est de l'ordre de moins 38 000 euros, de moins 38 348 euros exactement. C'est 2023, la première année complète. 2020-2021, Covid. 2022, peu de films sont sortis, c'est pour ça que je parle d'activité complète, en raison des 2 années Covid. C'est important de le rappeler. Donc c'est... et du coup, on imagine que cette situation de moins 38 000 euros est quand même une situation conjoncturelle et pas une situation structurelle. On avait, sur le mandat précédent, calculé une rentabilité, donc un chiffre résultat à 0, entre 80 et 90 000 entrées. Je regarde sur le regard de Jacques Lamblin, entrée cinéma. On est à plus de 100 000 entrées. Donc effectivement, donc ça veut dire qu'il y a un vrai engouement pour les Lunévillois et nos amis voisins de venir au cinéma à Lunéville. Et ça, je pense qu'on peut tous s'en féliciter. Ce qui veut dire que si on reste sur les 90 000 entrées, on a 100 000, on a un peu plus de 10% de plus d'entrées cinéma que ce qu'on avait espéré il y a 7-8 ans maintenant. En France, il y a moins 20% d'entrées cinéma entre 2019 et 2024. Donc nous, on fait plus 10 par rapport à nos prévisions en nombre d'entrées, et en France, il y a moins 20%. Entrée 215 millions de billets vendus en France en 2019, 181 millions en 2024. C'est-à-dire, voilà. Je reviens sur les éléments conjoncturels. Suite au Covid, la SPL a bénéficié, vu que c'est une société privée, des aides de l'État, et a contracté le PGE également, donc le prêt garanti par l'État. On doit le rembourser jusqu'à mi-juin 2026, et le montant annuel est de 40 000 euros. Ce qui veut dire que dans nos comptes, on a en 2023, comme on aura en 2024, comme on aura en 2025, 40 000 euros à rembourser sur les comptes du cinéma. Et 20 000 en 2026 du coup. Les fluides, vous en avez parlé tout à l'heure, les fluides en 2021, 21 000 euros. 2023, 50 000 euros. En termes de résultats cumulés, on a des résultats et on n'a pas de caisse noire, vu que grâce aux aides de l'État, en 2020, on a fait un résultat, un bénéfice de 24 496 euros exactement. Et en 2021, grâce également aux aides de l'État, il y a eu un bénéfice de 94 201 euros. Ce qui veut dire que les résultats cumulés depuis 2020, les 2 premières années en bénéficiaire et l'année 22-23 en déficit, même si le déficit s'est réduit, n'obère pas les fonds propres du cinéma, ce qui est important pour l'avenir et pour la pérennité, enfin, de la société cinéma. Le cinéma paye un loyer à la ville de Lunéville, qui nous permet, ville de Lunéville, de rembourser l'emprunt.
Et le loyer est de l'ordre de, avant qu'il y ait cette, et ça va changer donc pour 2025, mais avec la partie loyer commercial que j'expliquais au début quand Laurie m'a interrogé, le loyer perçu par la ville de Lunéville est de 103 788 euros. On rembourse 54 000 euros, enfin 163 exactement. Donc, ce qui veut dire que la ville ne paye pas le cinéma. Elle l'a payé par un système d'emprunt lors de la création. Aujourd'hui, le loyer rembourse largement l'emprunt que l'on paye. Et donc, on reste sur une recette par rapport à la ville. Ce qui a été fait, parce que ce résultat, on l'avait déjà en 2022, qui était encore plus grave, on va dire, et en 2023, il n'est pas satisfaisant. Quand une société perd de l'argent, on ne va pas dire que c'est satisfaisant. Donc, ce qui a été fait, les contrats de fluide ont été renégociés. Donc, sur les chiffres 2024 et surtout en 2025, le montant des fluides devrait baisser. Nous, je l'ai expliqué tout à l'heure, on va baisser le loyer vu que maintenant on loue le local commercial, on loue un appartement, donc ce qui veut dire que ça va réduire le loyer également pour le cinéma. Je vous rappelle qu'on a investi, on a donné une subvention de fonctionnement, d'investissement, pardon, pour acheter des projecteurs laser pour faire des économies de fonctionnement justement. Et que depuis le 1er août, avec à l'unanimité dans le cadre des assemblées générales, il y a un tarif différencié, donc légèrement supérieur pour tous les habitants des communes qui n'appartiennent pas à la SPL. Alors, c'est un petit peu, mais voilà, vous savez qu'on a 13 communes qui sont associées. Et donc, on a décidé à l'unanimité d'augmenter un petit peu le ticket de cinéma pour les communes qui ne sont pas adhérentes à la SPL. Donc voilà tout ce qui a été mis en œuvre pour effectivement arriver et tendre au plus proche de zéro le résultat financier du cinéma. La progression, j'en ai parlé, elle est constante, vu qu'il y a encore une progression sur 23-24, alors que en France, les achats tickets cinéma ont baissé. Après, il y a tout un développement qui a été fait par M. Cassin et son équipe. Cinélune est labellisé art et essai. Il y a différentes animations, il y a des débats, il y a le festival Télérama, il y a le Pass Culture tant qu'il dure. Il y a tous les services aussi, et ça vous l'avez, vous savez, qui peuvent aussi bénéficier, le CCAS, les écoles, tout le monde, et les écoles de toutes les communes aussi environnantes, pas que les écoles de Lunéville. Donc voilà ce qu'il fait, et puis il recherche toujours de nouvelles idées pour dynamiser le cinéma. J'ai bien entendu qu'il y avait d'autres idées, on pourra en reparler à l'occasion. Voilà ce que je voulais vous dire sur le point cinéma. J'espère que j'ai répondu. Il y avait une autre question, bien sûr. J'ai essayé d'être synthétique. Quel est les résultats exceptionnels de quelle est la nature du résultat exceptionnel de 18 952 € et d'où viennent les fonds autres réserves de 28 032 €. Alors, vous avez été chercher les documents, j'ai vu que vous étiez parti les chercher. Ok, allez-y, je vous laisse répondre. Ok, c'est bon. Ouais. J'ai répondu. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, 24 Les résultats 480. ne sont pas systématiquement reportés dans le bilan de l'année suivante. Oui. Donc, c'est ça.
Sans raison. Parfait, ça me va. La dernière question, c'est l'éclairage public, bien évidemment. Alors, on va déjà, l'éclairage public, c'est pas d'actualité au conseil municipal de ce soir. On va déjà, tu veux en rajouter après? On va déjà voter la présentation. Jacques, tu voulais rajouter quelque chose? Ah oui, pardon. Je croyais que toutes les questions étaient répondues, mais vas-y, je te donne la parole. Benoît Tallot, il faudrait éteindre votre micro. Oui, je voudrais moi aussi, non pas faire un commentaire, mais même pas répondre à telle ou telle question, mais peut-être apporter des éléments qui me viennent à l'esprit, puisque quand même, c'est un dossier que j'ai pratiqué pendant un certain nombre d'années. Personnellement, cette affaire de déficit ne m'inquiète, mais absolument pas. Absolument pas. Ce qui est important, parce que c'est vrai, tu l'as précisé, la délibération aujourd'hui, c'est d'abord une délibération qui est autour des chiffres, quoi. Hein, c'est pas, mais comme c'est normal qu'il y ait des questions sur la façon dont ça s'est passé, et donc les précisions qui ont été apportées sont de nature déjà à rasséréner sur le plan de la fréquentation et de la qualité du service rendu. Et c'est important d'avoir souligné que la fréquentation augmente, alors que partout en France, globalement, elle diminue. Hein. C'est-à-dire qu'on est à contre-courant, nettement. L'autre élément dont je pense que ça a été un bon choix, c'est quand on a décidé de refaire le cinéma, c'est de l'avoir gardé en centre-ville. Hein. Ça, c'est évidemment, c'était une idée qui décoiffait un peu, parce que ce n'était pas la pratique à l'époque, mais là, c'est quelque chose qu'on ne doit pas regretter. Et le troisième élément, je ne veux pas aller plus loin, c'est si on voulait rétablir l'équilibre, voire avoir un excédent, c'est facile. Il n'y a qu'à augmenter le prix des billets. Hein. On augmente le prix des billets et immédiatement, on est excédentaire. Or, je pense, et là, Madame le maire, vous avez tenu bon, hein, on a eu des sollicitations, c'est vrai, de la direction, il faut le dire, d'augmenter un petit peu les... Et on s'est toujours opposé à cela, parce que il faut choisir. Soit on essaye d'avoir le plus de monde possible, soit on augmente les tarifs, parce qu'on veut faire des bénéfices, etc. Mais ce n'est pas le but, là. Comme c'est une SPL, hein, ce n'est pas le but. Le but, c'est surtout d'avoir une fréquentation qui soit optimale, qui soit la meilleure possible. Et là, en étant dans des tarifs qui sont nettement compétitifs par rapport à ce qui se passe ailleurs, en particulier, je pense évidemment à la métropole, hein, c'est sans commune mesure les tarifs du cinéma. Et ça, je pense que ça rejaillit sur notre fréquentation. Hein. Il y a de surcroît une bonne qualité de la programmation. On a affaire à un professionnel de grande qualité. Et l'ensemble, eh bien, ça, à mon avis, ça donne satisfaction. Alors, pour l'histoire de l'éclairage en sortant, première remarque, moi je vais au cinéma assez régulièrement, et en général, les films ils terminent avant 11h du soir. Hein. Donc on est presque toujours, on a encore l'éclairage. Hein. Bon, et puis, moi je me pose toujours une question, c'est que quand il y a des affaires sur l'éclairage, on ne va pas entamer ce débat-là, il faut aussi se dire, parce que quand on voit un problème, on voit le problème, il faut aussi voir dans son ensemble. Quand on décide de baisser l'éclairage, ce n'est pas pour embêter les gens, c'est un calcul. Quand on baisse l'éclairage, on diminue la durée de l'éclairage, c'est pour faire des économies. Et là, les économies étaient substantielles. Et quand on fait des économies, ce n'est pas pour les mettre à la caisse d'épargne, c'est pour les investir. Donc, on fait ça pour avoir une capacité supplémentaire d'investissement. Donc, OK, pour voir si on doit changer l'affaire de l'éclairage, mais en même temps qu'on propose
améliorer les choses, on va dire, enfin pas les améliorer, mais augmenter l'éclairage, il faut aussi nous donner la liste des investissements qu'il va falloir arrêter, qu'il va falloir supprimer, ou les investissements qu'on regrette d'avoir réalisés. Tous les services. Voilà. Donc, pour moi, et puis j'ajoute, dernier élément qui n'est pas négligeable, c'est que sur le plan, c'est dommage, Madame Bertozzi n'est pas là ce soir, c'est les Verts, non mais honnêtement, les personnes qui ont une préoccupation environnementale sont extrêmement intéressées par le fait qu'on diminue l'éclairage nocturne, parce que toute la faune nocturne, elle est perturbée dans son fonctionnement, dans sa vie, à cause de l'éclairage public, il faut le savoir, hein, et les chauves-souris, etc., etc. Mais c'est pas négligeable, surtout à l'époque qui est la nôtre. Donc pour toutes ces raisons, moi, personnellement, je pense que oui, ça peut être gênant parfois, mais il ne faut pas en exagérer l'importance. Et je dirais qu'aujourd'hui, eh bien, la quasi-totalité de nos concitoyens s'est parfaitement adaptée à la situation. Alors, après, il y a peut-être des autres sujets à voir, mais enfin voilà, je voulais donner un avis que je suis prêt à répéter en toutes occasions, parce que je pense qu'il faut voir les problèmes dans leur ensemble, pas seulement juste un petit point, un petit côté. Merci Jacques. Alors on va, Joël, et puis après on va arrêter le débat sur l'éclairage parce qu'on est là pour voter le rapport sur la SPL Ciné-Lune et on va le faire après. Mais Joël, je te donne la parole. Ce sera très court. Je voulais revenir à ce que disait Jacques au niveau de la non-augmentation du prix des billets. Moi, je voudrais faire une parenthèse parce que je connais beaucoup de personnes du troisième âge et qui sont enchantées de bénéficier d'un tarif réduit pour pouvoir voir toutes les représentations qu'elles souhaitent. Je sais que toutes ces personnes sont extrêmement sensibles à cette décision du cinéma. Et ça vaut quand même la peine d'être souligné. Merci Joël. Et je rajouterai, parce que Jacques en a fait référence, mais si on a un abonnement, on paye 6,50 la place aujourd'hui. Hein, Non, vous achetez une fois la carte. Hein, et après, vous achetez 60, si vous habitez Lunéville et les communes, madame qui fait partie du conseil d'administration de Ciné-Lune, non, pas pour les Lunévillois et les habitants des membres de la SPL. Non, c'est... Oui, mais on est obligé d'annoncer le prix le plus fort pour que les gens on est obligé d'annoncer le prix le plus fort. Et en fait, les gens qui prouvent qu'ils sont habitants de Lunéville et des communes membres de la SPL payent 65 € la carte de 10. Ça, c'est clair. On y va tout à l'heure ensemble, on verra. Voilà. Donc, c'est... Pour les membres, il faut acheter la carte au moins une fois. Et vous allez au cinéma, vous payez 65 €, madame. Oui. Mais c'est pour les... Oui. Ouais. On va le redire à monsieur Cassin. C'est pour faire une bonne surprise. En tout cas, juste comme ça, 14,10 € une place, 14,10 € une place à Nancy et 13,90 € la place. Bien. Donc, on va voter cette délibération. Donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances. Oui, j'ai vu. Valide la présentation du rapport annuel de la SPL Ciné-Lune. Qui est contre ce rapport annuel? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Délibération suivante. Ressources humaines. Ça concerne donc des aides qui sont actuellement possibles donc pour les collectivités.
Donc, sur des contrats à temps non complet de 20 à 26 heures par semaine, et on envisage d'utiliser ce type de contrat pour embaucher 2 personnes en insertion, donc une au parc et jardin et une en remplacement dans les écoles. Donc là, c'est les contrats aidés et on utilise ces opportunités. Donc, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide de créer 2 postes à durée déterminée de droit privé dans le cadre de dispositif PEC, à temps non complet, 20 heures et 26 heures par semaine pour une durée de 12 mois, et autorise Madame le maire à signer les conventions en partenariat avec Cap Emploi et les contrats de travail à intervenir. Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2025. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, donc on va voter. Qui est contre, qui s'abstient. Cette délibération est votée à l'unanimité. Et la délibération suivante, je vais proposer à Jacques Lamblin de la présenter. Voilà, Bien je te donne la volontiers, parole. bien volontiers, Madame le maire. Donc, il s'agit d'approuver la modification des statuts de l'aérodrome sur lequel est placé l'aérodrome Lunéville-Chanteul-Croixmare. En janvier 2005, la communauté de communes du territoire Lunéville-la-Baccarat a adressé à Madame le maire ces nouveaux statuts. La modification de ces derniers concerne la prise de compétence de l'aérodrome Lunéville-Chanteul-Croixmare par la CCTLB à compter du 1er juillet 2025. Donc, il y a une extension des compétences de la CCTLB. L'article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales précise que les communes membres sont amenées à délibérer sur ces nouveaux statuts dans un délai de 3 mois à compter de la notification. Le conseil municipal est donc invité à voter cette prise de compétence facultative, à savoir l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'aérodrome de Lunéville-Chanteul-Croixmare. Le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, approuve les nouveaux statuts de la communauté de communes, alors ils sont joints, les jointes là, du territoire de Lunéville-la-Baccarat, et notamment la prise de compétence facultative, aménagement, entretien et gestion de l'aérodrome de Lunéville-Chanteul-Croixmare. Alors, je peux donner quelques explications parce que là, c'est un peu abscon. Donc, initialement, c'était un syndicat qui gérait l'aérodrome, syndicat dont la commune de Lunéville était membre, de même que celle de Chanteux, de même que celle de Croixmare, de même également que de Mont-sur-Meurthe, de Blainville, etc. Il y avait un certain nombre de communes. L'idée qui préside tout cela, c'est que la communauté de communes, en se substituant à ce syndicat, récupérerait la propriété de l'aérodrome. Donc c'est plutôt une charge qu'un cadeau, l'aérodrome. Et l'idée également, c'est d'utiliser une partie de la surface de l'aérodrome pour avoir des recettes supplémentaires. Et les recettes qui viennent à l'esprit, et d'ailleurs c'est bien avancé, c'est évidemment des recettes avec l'énergie solaire. Voilà. Et avec le projet, bien entendu, c'est que à partir du moment où il y a une recette pour la communauté de communes, cette recette servira à minima à entretenir l'aérodrome. Alors que dans l'ancien système du syndicat, ça n'était pas la même chose. Il fallait que chaque commune membre du syndicat mette la main à la poche. Et là, si un jour, le jour où il faudra rénover complètement l'aérodrome, la piste d'atterrissage, c'est pas tout à fait le même prix que de faire un enrobé sur un chemin communal. C'est quand même tout de suite des règles de sécurité qui sont considérables. Et puis, il y a tous les bâtiments à entretenir, etc. Donc, l'idée me semble intéressante pour notre territoire, parce que le fait de disposer d'un aérodrome qui a un rôle non négligeable sur le plan, sinon économique pour le moment, mais sur le plan touristique et puis des prestations de services qu'il propose, c'est intéressant pour notre territoire. Et puis également, grâce à ce système, on pourra disposer d'une recette financière qui profitera à la collectivité dans son ensemble. Un champ photovoltaïque, domaine public, ça fait une recette pour le domaine public. C'est pas pareil que lorsque c'est un agent privé qui
qui monte un projet, quoi, pour son propre compte. Voilà, donc moi, il me semble que sur le long terme, c'est intéressant d'avoir cette évolution parce que, bien entendu, quand on est propriétaire du sol, du fond, ben, on est propriétaire de tout, on maîtrise tout. C'est ça l'idée, hein, voilà. Donc je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes, sachant que pour la commune de Lunéville, en tout cas, ça change, ça fait plutôt disparaître un risque, quoi. Hein. Voilà. Pardon ? Non, mais je réfléchis à quelque chose. Voilà. Donc, les éléments que je pouvais vous donner en complément de cette délibération, et je suis prêt à répondre à des questions supplémentaires. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Benoît Tallot a une question. Une précision d'abord sur cette délibération. La piste est une ancienne piste OTAN. Donc la base de la piste, le sous-sol, est d'une extrême qualité. Donc ça serait dommage de voir ce patrimoine nous échapper si on ne l'entretenait pas. L'autre point, c'est, je réponds à Jacques sur la délibération d'avant, sur les projets qu'il n'aurait pas fallu faire pour financer l'éclairage. Je réponds tout simplement, la place Léopold, qui ne nécessitait pas forcément une refonte complète, l'argent qui a été investi aurait pu heureusement être investi dans la rénovation complète de l'éclairage public. Voilà. À la question posée, j'y réponds. Bien. Alors, tu avais lu le projet de délibération. Donc, on va voter. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Et les voter à l'unanimité. Je voudrais revenir sur les tarifs des cinémas. Il est bien noté 60. Alors, je ne sais pas si on voit, mais vous pouvez aller sur le site en abonnement. Sur abonnement 10 places, 65 €, donc 6,50 la place pour la ville de Lunéville et les communes partenaires. Et il y a un petit astérix qui ramène aux communes partenaires. Et effectivement, c'est 71 € la place, pardon. Pour les 71 € le carte de 10 pour les communes non partenaires. Voilà. Plus 3 € la carte. Voilà. Oui. Alors, voilà. On peut peut-être faire mieux, on a noté, mais en tout cas, les tarifs sont clairs. Voilà. Eh bien, on va le faire savoir. OK. Bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et puis, du coup, de bonnes séances de cinéma. Merci.